Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici au Rwanda pour la seconde partie de cette émission qui pose le problème aujourd'hui sur la faiblesse du commerce intra-africain et les causes et surtout les approches de solutions. Pour en débattre, nous sommes toujours avec M. Teddy Kaberuka qui est économiste venant du Rwanda, également M. René Ngeti Akwasi qui est directeur des affaires économiques à l'Union africaine. Merci d'être toujours à notre compagnie. Merci beaucoup. Également Mme Mahawa Wheeler Kaba, elle est directrice du département Femmes, Gens et Développement à la Commission de l'Union africaine, nous vient de la Guinée. Merci, madame. Également, l'ambassadeur Jean-Marie Erouzo, qui est le représentant permanent de l'Union africaine à Genève. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Pour revenir dans ce débat, il faut mettre le doigt sur quelque chose de très important. C'est vrai qu'on a fait l'état des lieux tout à l'heure, mais il y a une chose. C'est vrai que le commerce intra-africain, il ne se porte pas très bien, ou ne se porte pas bien du tout, mais le petit commerce intra-africain se retrouve confronté quand même à d'énormes problèmes. Et nous allons mettre le doigt sur ces problèmes-là. Sinon, si on ne trouve pas de solution à ces questions, même quand le vrai commerce va s'installer, il va s'essouffler très vite. Et quand je parle de problèmes, par exemple, je mets le doigt sur l'excès de réglementation. L'excès de réglementation, monsieur l'ambassadeur, comment se fait-il que, pour un commerce qui n'existe pas encore, il se retrouve encore confronté à ce genre de réglementation qui alourdissent les transactions et le déplacement, le convoiement des produits? Vous savez, les barrières tarifaires et non tarifaires constituent des blocages sérieux au développement du commerce sur le continent. Il y a beaucoup de faux frais. Lorsque vous transportez une marchandise, par exemple, d'une capitale à une autre, vous avez des agents qui ne permettent pas l'acheminement normal jusqu'à destination. Il y a tellement de faux frais, il y a tellement d'agents qui sont entreposés sur le parcours et qui ne vous permettent pas, qui ne facilitent pas du tout le transport dans de bonnes conditions. Ensuite, quand les routes sont bonnes, il y a cet élément-là. Mais la plupart de nos routes également ne sont pas bonnes. Les infrastructures n'existent pas. Les infrastructures. Il faut maintenant une politique de mise en place des infrastructures sur le continent. Une politique, elle existe. La décision a été prise par les chefs d'État, le programme du PIDA. Pourvu que ça devienne une réalité, c'est toute la prière que tout Africain est en train de faire. Parce que tant qu'il n'y a pas des infrastructures solides, fiables, eh bien, cela constitue également une autre entrave au développement du commerce. Donc, il y a toutes ces entraves-là qui ne permettent pas le développement, la fluidité, la circulation des produits. Ensuite, les barrières douanières d'un pays à l'autre. J'ai écouté tantôt dans le gros plan que vous avez fait, mais que les barrières douanières existent presque dans tous les pays africains. Et c'est mauvais pour le commerce, le développement du commerce. La monnaie, le Dr Ngeti en a parlé. Lorsque vous avez plus de 50 monnaies, ou bien près d'une trentaine de monnaies sur le continent, les zones monétaires où les choses se passent assez bien, c'est les zones monétaires, UEMOA et puis la CAC. Ce sont ces zones-là. Mais après, en dehors de ces zones-là, il n'y a pas grand-chose. Mais justement, par rapport aux barrières douanières, M. René Ngeti, il y a ce qui est conçu officiellement, mais il y a ce qui se passe aussi officieusement. C'est-à-dire que quand on arrive à un poste douanier, il y a ce qu'on doit faire normalement. Mais au-delà de cela, il y a les agents qui rançonnent. Mais nos dirigeants sont quand même au courant de cela. Est-ce qu'on va encore excuser les dirigeants là-dessus? Et pourtant, ça ne change pas. Où se trouve la volonté politique? Cette question, je vais la poser une fois avant la fin de cette émission. Je crois, et vous persistez, c'est une bonne question. Je crois qu'au niveau des barrières douanières, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les barrières douanières empêchent l'évolution des échanges. Mais le deuxième problème, c'est que les barrières douanières, les recettes dues aux barrières douanières sont des éléments énormes dans le budget des États, de certains États. Donc, supprimer les barrières douanières, ce serait des manques à gagner au niveau de beaucoup d'États. Donc voilà le problème qui est posé. Est-ce qu'il faut se priver des recettes fiscales en libéralisant,
ou bien il faut... Vous voyez, donc, c'est cette question-là. Sinon, quand on est parti des accords internationaux, par exemple, l'OMC, et même dans beaucoup de régions, la zone de libre-échange a été déjà franchie dans le processus d'intégration. Donc, quand on a franchi la zone de libre-échange, en principe, les biens et services doivent circuler librement, taxe zéro. Vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, la CEDEAO, depuis le janvier 2015, a atteint la zone, l'union douanière, la communauté de l'Afrique de l'Est, même chose. La SACU, même chose. Donc, ça, c'est ce qui est officiel. Voilà, ce qui est officiel. Ça, c'est ce qui est officiel. Maintenant, parce que quand on prend le modèle de l'Afrique de l'Ouest en disant que oui, ça se passe bien là-bas, mais quand vous faites l'expérience, ça ne se passe pas si bien que ça. Ce que vous appelez, ce qui est officieux, c'est officieux. Ah ben. Bon, ce n'est pas officiel. Seulement que rien ne doit rester officieux. On ne peut pas décrire ça, mais effectivement, ça relève de la malgouvernance. Parce que, c'est pour ça que je crois que aussi les agents chargés de l'application des textes doivent être informés de la réalité de ces textes-là. Ils le sont. Souvent, ils le savent, ils le font. Ça aussi, il faut, dans nos pays aussi, il faut qu'il y ait la sanction, il faut qu'il y ait une politique d'indexation des salaires sur le coût de la vie, parce que quand les fonctionnaires sont dans la pauvreté, ils sont tentés, n'est-ce pas, de capter, d'avoir ce qu'ils n'ont pas, pour accroître maintenir au moins leur pouvoir d'achat élevé. Donc, il faut que dans nos pays, il y ait une politique de revenus, de paiement des salaires qui soit indexée sur le coût de la vie pour que les agents soient moins tentés de pratiquer certaines pratiques que vous qualifiez, n'est-ce pas, de pratiques officieuses. Donc ça, encore c'est une autre approche qu'il faut développer pour pouvoir régler les problèmes de salaire et autres, voilà. Encore un autre obstacle. On va donner lecture d'une réaction de téléspectateurs. Patrick Edjo dit « Il faut d'abord que la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité effective. Puis, il faudra créer un système d'échange bien structuré, prenant en compte la situation économique de chaque pays, afin de mieux satisfaire les attentes de chacun d'eux, car tous les pays africains n'ont pas les mêmes problèmes commerciaux. » Est-ce que c'est un problème réel? C'est un problème réel. Moi, je dirais plutôt qu'avec ces situations des agents qui percent officieusement, c'est plutôt une mafia organisée, où ce n'est pas seulement l'agent que tu vois, mais il y a toute une chaîne de gens qui sont derrière lui, bien organisés, où l'agent qui est à la route donne des commissions. En connaissance des dirigeants? Pardon, je ne dirais pas les dirigeants, mais toute la chaîne. Est-ce que les dirigeants connaissent? Je m'imagine qu'ils connaissent parce qu'ils ont des services de renseignement bien payés, bien organisés. Donc, s'ils ne savent pas, ça serait dommage. Si nous savons, en tant que citoyens qui subissent ces actes, donc ils doivent connaître. Pourquoi ne pas mettre un système de monitorage de ces activités? C'est possible. Parce que aujourd'hui, on est sur un continent où l'utilisation de moyens de communication devient de plus en plus facile. Donc, s'il y a un problème comme celui-là, on peut déjà informer la police, on peut informer le système judiciaire. Donc, c'est facile de traquer ça. Sinon, je tiens à dire que c'est un mafia organisé. Madame Wheeler-Kabah, vous qui êtes au sein de l'Union africaine, c'est vrai que tous ces problèmes-là sont identifiés, on a pris un certain nombre de décisions, mais on constate que dans l'application de ces décisions, afin de faciliter cette circulation des biens, je préfère dire des biens, il y a ce qu'on n'avait pas prévu, comme ce qu'a décrit M. Nguetia tout à l'heure. Mais que fait l'Union africaine afin d'aller un peu plus loin? Est-ce que l'Union africaine arrive à interpeller les dirigeants qui doivent mettre en application ces tests-là? C'est vrai que les deux se confondent à l'Union africaine, encore c'est les chefs d'État. Mais bon. Ben, je vais d'abord revenir sur le point que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport aux questions de rançon et aux frontières. Les femmes sont en fait les mieux placées vraiment pour le savoir. Lorsque vous allez aux frontières, qui est-ce que vous voyez en premier? Ce sont des femmes. Elles y passent la nuit dans des conditions parfois très, très difficiles et font le commerce de produits, comme l'ambassadeur Jean-Marie l'a dit, de produits périssables. Et le coût est énorme
Le coût est vraiment énorme. Pourtant, elle continue à le faire. Et malheureusement, par méconnaissance du règlement, par méconnaissance des réalités, des normes douanières, elles se rendent davantage victimes, en fait, de ces pratiques de très mauvaise gouvernance qui ont lieu. Et nous interpellons, en fait, tout le monde vraiment de faciliter le commerce transfrontalier tel qu'on le fait pour les investisseurs étrangers. Il y a l'initiative de Doing Business in Africa qui commence à porter fruit, mais nous souhaitons que cet effort qui est investi au niveau international, qui soit également reflété au niveau continental et entre les pays, afin que le commerce transfrontalier soit beaucoup plus fluide. Le coût, vous l'avez demandé plus tôt, il est préférable d'importer de l'étranger qu'entre nos pays. Cela est réel parce que le temps que ça prend de faire de transporter ne serait-ce que des biens de première nécessité entre nos pays est 2-3 fois beaucoup plus que de faire importer des biens et avec des coûts, comme vous l'avez dit, souvent officieux. En ce qui concerne les dirigeants, ils sont à l'œuvre, hein, ils interpellent, il y a les initiatives continentales, régionales, mais c'est la responsabilité de tout citoyen. Tout citoyen a un rôle prépondérant à jouer. Nous pouvons mettre en place les politiques qu'il faut, mais l'application doit se faire avec l'aide des citoyens. Mais d'autre part, nous pouvons également faire usage des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies afin de nous aider à mieux suivre en fait l'application de nos règlements, de nos politiques et à mieux accompagner le commerce transfrontalier, le commerce informel dont la majorité des acteurs aujourd'hui ce sont les femmes. Monsieur Aristide Doua dit qu'il faut d'abord la paix et l'unification avant de songer à l'amélioration du commerce intra-africain. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est vrai, l'insécurité fait que les investisseurs ne veulent pas venir investir, ne veulent pas venir s'installer. Alors que quand on s'observe sur le continent, j'ai l'impression que les conflits se multiplient. Et quand est-ce qu'on pourra régler tous ces problèmes-là, problèmes de sécurité, problèmes de barrières douanières, d'harmonisation des réglementations et du respect de ces réglementations élaborées, est-ce qu'on pourra quand même résoudre tous ces problèmes-là un jour pour insuffler un dynamisme à ce commerce intra-africain? Je crois que tout est fonction de la volonté politique. C'est vrai que les conflits qui aujourd'hui essaiment le continent sont toujours là. Il y en a qui se calment, mais il y a par moments des résurgences et d'autres conflits éclatent. Cependant, je pense que dans les pays ou dans les zones où les conflits sont moindres, les investisseurs peuvent aller. Les investisseurs peuvent aller. C'est faire confiance. Il y a un progrès sur le continent. Dans les années 60, dans les années 70, nous étions le continent, on disait que c'était le continent, la région malade pratiquement. Mais maintenant, il y a un certain progrès. Des élections pluralistes se font assez régulièrement. C'est vrai que ça suscite quelques contestations de temps en temps. Pas quelques, beaucoup même. Bon, quand même, mais il faut relativiser. Il faut relativiser parce que des élections se sont produites cette année dans plusieurs pays et la plupart se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ah, il y a des progrès vers la paix. Il y a des progrès vers la paix. Il n'y a pas de développement, effectivement, sans la paix. Et vous ne pouvez pas mettre un investisseur dans des conditions idéales tant que la paix n'existe pas chez vous. Ah, donc, c'est vrai, volonté politique, il y a un progrès vers la paix, mais il faut faire encore, comme disent les professeurs quand ils notent les élèves, on peut mieux faire. Monsieur Nguitia, l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas. Alors, dans ces conditions, comment inverser la tendance? Est-ce qu'il faut faire une sensibilisation encore pour demander aux Africains désormais arrêter ce que vous consommez, le riz parfumé qui vient d'ailleurs que vous consommez, et commencez par consommer le riz que vous consommez et vous produisez ici? Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que ça, c'est un gros problème et chacun est libre de choisir. C'est la question de l'industrialisation du continent. Parce que quel est le taux de transformation de nos produits? C'est un taux encore très faible. Donc, quand vous rentrez dans un grand marché, vous voyez que sur les tablettes, au niveau des biens de consommation, la plupart, c'est importé. C'est-à-dire, à la lumière, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la politique d'import-substitution,
produit localement ce qu'on a l'habitude d'importer, bon, dans certains pays, ça marche, comme l'huile, le savon, les papiers, etc. Dans certains pays, que le savon qui est produit localement est souvent je crois que les Africains ont commencé quand même à comprendre cela. Mais le problème, c'est de renforcer. C'est-à-dire que l'industrialisation n'est pas suffisante. Il y a un pan entier, il y a beaucoup de segments au niveau de notre production qui ne sont pas transformés, ce n'est pas industrialisé. Mais le peu qui est transformé, est-ce qu'il coûte moins cher que ce qui est importé? C'est là où le bas blesse. Et c'est dû à quoi? C'est dû au coût de production. Le coût de production, c'est quoi? C'est l'énergie, plein de délestage. L'énergie coûte cher, le transport. Souvent même, on importe les inputs extérieurs, ça coûte cher. Donc, ce qui fait que le coût de production est tel que le prix du bien mis à la disposition du consommateur coûte plus cher que ce qui est importé. Donc, il appartient, n'est-ce pas, aux politiques de trouver des solutions à cela, de faire en sorte que nous ayons suffisamment d'énergie au niveau de notre continent, accessible, moins onéreuse, afin que nous puissions produire, transformer, parce qu'on ne peut pas transformer nos produits sans énergie. C'est une question de détail. Et si vous prenez la structure des coûts au niveau d'une entreprise, vous verrez que le chapitre énergétique est très élevé. Donc, je crois qu'il faut apporter une solution globale à tout cela. Sinon, les Africains, je crois qu'il y a quand même une dynamique positive dans la mentalité qui fait que chacun sait que si on ne consomme pas les produits localement, on ne va pas contribuer à l'industrialisation de notre continent. Mais encore faut-il que les conditions idoines soient réunies pour que les produits mis à la disposition du consommateur soient de qualité, soient compétitifs du point de vue du coût de production et du prix à l'achat. Un constat se dégage quand même, hein, que pour régler ce problème de commerce intra-africain, il y a beaucoup de choses à régler en amont avant de pouvoir amorcer vraiment un dynamisme dans le commerce vous avez parfaitement raison. Intra-africain. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais avant, je vais quand même donner lecture de cette réaction d'un téléspectateur, le professeur Salem. Il dit « Les pays africains ne maîtrisent ni leurs moyens de paiement, ni les liaisons entre eux, et encore moins la possibilité de se déplacer dans le continent. Faites, s'il vous plaît, le débat accessible aux citoyens lambda. En effet, les décideurs ont d'autres intérêts à défendre que ceux de leur pays. » J'espère que cette question cruciale est posée quand même au cours de ce sommet auquel nous assistons. Et tout à l'heure, on va établir la liaison avec notre envoyé spécial qui est dans les locaux de là où se tient le sommet, qui va pouvoir poser la question à un certain nombre de personnes qui vont nous dire leur avis aussi par rapport à comment il faut inverser les choses, et d'abord en nous faisant d'abord un état des lieux. Alors, M. Kaberuka? Je voulais faire un petit commentaire sur le propos de l'ambassadeur et mon collègue là où je mets en doute cette volonté politique. Donc, toujours vous faites référence. Parce que si on dit que la production en Afrique serait au problème de coût de production, et ce coût de production est principalement élevé à cause de l'énergie, qui doit investir dans, entre autres, qui doit investir dans l'énergie? À mon avis, ça doit être l'État à 90%. Mais à quel taux nos gouvernements investissent pour avoir l'énergie suffisante? Ça, c'est une question très capitale en termes d'investissement. Ont-ils les moyens quand même d'investir dans cette... Moi, je dirais qu'ils ont le moyen. Parce que si tu vois les budgets qui sont alloués à l'armée, aux guerres et à tous ces machins, c'est énorme par rapport... du fauteuil présidentiel. Voilà. C'est énorme par rapport à ce qu'on investit pour produire de l'énergie. Madame Hila Kaba. Oui, je souhaite revenir également sur ce point, sur la consommation de ce que nous produisons. Il faudrait qu'on départage un peu les choses parce que, en effet, en Afrique, on consomme ce qu'on produit lorsqu'il s'agit de certains produits. J'ai travaillé dans la zone Mano River avec les femmes et qui importaient entre les pays du piment, des denrées de première nécessité. Et il y avait un déficit criard au niveau de la production, au point où il fallait alors substituer avec les importations. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut reconnaître que si la production
était beaucoup plus, pouvait en fait être harmonisé avec la demande, cela réglerait certains problèmes. Nous savons que nous importons d'autres produits, d'accord, les produits de luxe, etc. Mais déjà, lorsque vous voyez le commerce transfrontalier qui se fait, surtout au niveau des denrées de base, qui est surtout fait encore par les femmes, la production est énorme et il y a un déficit. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème réel aussi. C'est l'exportation de ces produits vers l'étranger qui cause un autre déficit. Vous prenez par exemple l'huile de palme, vous prenez même le beurre de karité qui est exporté. D'accord, qui représente quand même, qui a une forte valeur à l'étranger aujourd'hui. Finalement, à cause de cette exportation, et qui est nécessaire d'ailleurs, la consommation locale dans certaines zones en souffre énormément. Dans la région Mano, toujours, lorsqu'il y a eu des problèmes avec, malheureusement, la condition sanitaire, la fermeture des frontières dans certains pays a amené une crise réelle dans l'approvisionnement des pays qui dépendaient de la production des pays qui avaient été affectés par cette crise. Donc, il y a la consommation et nous devons la mettre en valeur. C'est vrai, nous devons y ajouter la valeur ajoutée, mais déjà en reconnaissant que la production existe et qu'il faut l'accompagner, nous cessons de mettre sous silence cette réalité, cette dynamique qui a lieu déjà au niveau du commerce transfrontalier. Nous allons établir la liaison avec Thierry Ngongan qui se trouve là où se tient le sommet là-bas. Alors Thierry, est-ce que vous avez pu rencontrer dans les couloirs des délégués qui sont confiés à vous par rapport au commerce intra-africain? Babilas, j'ai la chance de tomber sur Madame Sandra Idossou qui vit à cheval entre deux pays africains et qui est bien placée pour nous parler de son expérience de relations économiques entre les pays africains. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Sandra. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors Sandra, les experts estiment que 12% seulement des échanges concernent les pays africains, les échanges économiques. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Alors, moi, malgré que je sois une afro-optimiste de ce qui se passe comme développement en Afrique, je suis assez déçue parce que je n'ai pas l'impression que les chiffres montrent vraiment la réalité. Et je suis assez triste d'ailleurs parce que je trouve qu'entre pays africains, il n'y a pas vraiment d'échanges commerciaux. Comme vous venez de le dire, je vis entre plusieurs pays africains et en ce moment, par exemple, je regrette en étant à Brazzaville, de ne pas pouvoir avoir des produits qui viennent du Rwanda, qui est juste, le Rwanda est à 2 heures de Brazzaville, et que je sois obligée d'acheter des produits qui viennent de France. Je suis assez déçue, et si vraiment les autorités nous écoutent, je pense qu'on ne devrait plus avoir cette situation où les fruits ou les légumes que nous consommons en Afrique viennent de France ou d'ailleurs. Je suis vraiment désolée, et je pense que nos chefs d'État ou nos autorités doivent faire l'effort de traduire ces volontés-là dans la réalité, dans les faits, pour que dans les pays africains, effectivement, que ces échanges vraiment puissent être visibles et qu'on puisse vraiment remarquer que ça aide nos pays ou nos économies à se développer. Madame Dlamini Zuma, qui est la présidente de la Commission de l'Union africaine, elle demande qu'il puisse y avoir la création des marchés communs africains. Vous pensez qu'à moyen terme, au moins, ça peut être réalisé ? Je pense que tout est possible. C'est bien d'en rêver, mais il faut absolument que derrière nos chefs d'État en veuillent vraiment, parce qu'au fait, tout part de là. S'ils le veulent, ils se donneront les moyens pour ce marché commun. Mais bon, la grosse difficulté, c'est que souvent, on vient à ces rencontres et c'est beaucoup de discours, mais dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose voilà, qui se fait. Je suis désolée, mais bon, c'est mon sentiment. Alors, Babilas, comme vous avez pu le constater, Sandra Idossou semble être assez pessimiste sur les chances de création des marchés communs africains. Je vais quand même rappeler que vous êtes donc la directrice de Service Mag. De Service Mag, c'est une publication qui paraît ici au Rwanda. Tout à fait. C'est une publication qui a pour objectif de sensibiliser sur tout ce qui touche la qualité de service, que ce soit dans le domaine privé ou dans le secteur public. Merci beaucoup Sandra Idossou. Babilas, vous avez l'antenne pour la suite de votre débat. Merci Thierry Ngongan. Alors, M. Kabelouka, la réaction par rapport à la dame, est-ce qu'on est en phase?
Est-ce qu'on est en phase? Parce qu'elle n'a pas hésité quand même à la faire en disant qu'elle est pessimiste. Est-ce qu'il ne faut pas être pessimiste par rapport à tout ce que nous avons cité tout à l'heure? Non, en fait, c'est la même réaction que j'attendais parce qu'il y a pas mal de capitales africaines. Là où tu vas, tu prends un poulet, il vient de l'Europe. Donc, c'est vraiment dommage. Et ça reflète les faiblesses de nos économies africaines. Parce que si on doit manger un poulet qui vient de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des poulets en Afrique? Ce n'est pas vraiment de gros moyens. Il faut des volontés politiques, comme on l'a dit, mais ça, c'est vraiment une petite étape. Il y a plus que ça. Et c'est ce qui manque dans le quotidien de l'Africain, qui est en difficulté de trouver des produits locaux. Et même quand il y a les produits locaux, l'accès à ces produits, c'est aussi un autre problème. Ambassadeur? Oui, c'est vrai que les produits locaux ne couvrent pas la totalité de nos besoins. C'est une réalité. C'est ça qui fait que les gens sont pessimistes. Mais il y a des choses qui se font bien quand même sur le continent. Pour ceux qui me connaissent, je suis du Bénin. Il y a le projet Songhai qui fait de très bonnes choses au Bénin et qui peut être démultiplié un peu partout sur le continent. Beaucoup de délégations étrangères ont été voir ce qui se passe au projet Songhai. Le projet Songhai, c'est un projet intégré qui est réalisé dans le domaine de l'agriculture. Toute la production qui est faite, elle est faite de manière endogène sur place. Et c'est des produits de bonne qualité, des produits d'excellente qualité. Le projet Songhai a été primé, quand j'étais ambassadeur à New York, eh bien, a été primé comme premier projet en entrepreneuriat au monde par le PNUD. C'est sur le continent africain qui peut concurrencer les grandes sociétés, les grandes marques internationales. Ça peut se faire. Il faut y mettre beaucoup de moyens. J'ai fait venir le responsable de ce projet-là à Genève, lorsqu'on a célébré à Genève le 50e de l'Union africaine. Et un exposé a été fait par le responsable, qui est un religieux, le père Nzamodjo, et tout le monde était émerveillé. Au point où on m'a demandé de le faire revenir, c'est quelques moyens qui me manquent, mais je vais le faire revenir encore cette année avec une journée d'exposition et de présentation encore que je vais organiser en liaison avec l'OMC et l'UNIDO. Parce que ce projet est un projet vraiment intégrateur. Et la présidente de la Commission de l'Union africaine qui a visité le projet a souhaité vraiment qu'une attention particulière soit portée par nos responsables sur ce qui se fait au projet Songhai à Porto-Novo. On mange mieux et frais. Monsieur l'ambassadeur, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour dire encore un mot sur ce projet. Pourquoi tous les États n'adoptent pas des projets comme ça? Est-ce que c'est l'Union africaine qui va insuffler un mécanisme pour pouvoir implanter des projets de cette nature dans tous les pays? Vous allez répondre à la question tout à l'heure, mais avant, chers téléspectateurs, ne partez pas surtout. Et on va marquer une pause, on vous retrouve dans quelques instants.